Manchmal werde ich gefragt, ob es nicht langweilig würde, immer wieder das gleiche Werk aufzuführen. Ich antworte dann gerne mit einer Gegenfrage: Kennen Sie das Werk? Unglaublich viele Möglichkeiten, das Werk aufzuführen. Solistisch, mit großem Chor, mit kleiner Continuo-Besetzung oder mit reichhaltigem Instrumentarium. Man kann es liturgisch machen mit gregorianischem Gesang oder streng nach Konzertrichtlinien in Konzertsaalen. Es gibt unfassbare viele Möglichkeiten und alle sind so spannend und alle sind so unterschiedlich. Es wird nie langweilig. Ich bin sehr dankbar, hier zu sein, um das Konzert zu gestalten. Vielen Dank. Je suis frère Benoît Emmanuel, directeur du Festival Agapé, et nous venons d'achever cette magnifique 3e édition à Reims qui a été marquée par un premier concert à la basilique Saint-Rémy avec les vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi. Bonjour et bienvenue dans la ville de Reims, la ville de l'ange au sourire. Je m'appelle Joséphine Auberger, j'ai 13 ans et j'habite à Reims. C'est la première fois que la maîtrise travaille avec Jean Tubéry et son ensemble La Fenice pour les Vêpres à la Vierge de Monteverdi, et c'est une aventure incroyable. Et maintenant, nous enregistrons et c'est un grand bonheur parce que on se laisse porter, mais tout se fait dans le calme, il n'y a pas d'urgence. Avec Jean, tout est mesuré, tout est pensé, tout est réfléchi. Donc tout le monde se sent bien. Il y a des temps pour parler, il y a des temps pour chanter. Et je crois que unanimement, choristes plus vieux et plus jeunes sont ravis de cette aventure avec La Fenice. Christophe, on peut commencer? Bonjour, je m'appelle Maë Chouaco, je suis maîtrisienne et je suis en ce moment en 3e à l'ensemble scolaire Notre-Dame à Reims. Les musiques sacrées ne ressemblent pas réellement à ce qu'on chante aujourd'hui avec les vêpres, avec les autres maîtrisiens et le chœur d'hommes. 歡迎大家，我叫江瑞瑩，我喺 La Fenice 做拉小提琴。La toute première fois que j'ai joué les Vêpres de Monteverdi, c'était une expérience vraiment initiatique pour moi. C'est une expérience qui m'a transformée de l'intérieur, parce que ça va vraiment toucher une dimension au-delà de la musique, de la beauté de la musique et de l'aspect émotionnel. Ça va vraiment toucher quelque chose de spirituel. Et à chaque fois, c'est vraiment une expérience tellement hors du temps. C'est une musique qui donne l'impression de venir d'un autre monde, parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire cette beauté, cette profondeur. C'est vraiment quelque chose qui se vit. Alors je voudrais exprimer 2-3 choses du point de vue de la signification profonde de cette œuvre. Je crois qu'elle a un sens spirituel et théologique très profond. L'œuvre est organisée vraiment dans un agencement liturgique parfait, les vêpres, les psaumes. Alors ce que Jean Tubéry me disait à juste titre, c'est que tout au long de l'œuvre, à la fin de chaque psaume, il y a ce qu'on appelle la doxologie, le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, de sorte que c'est vraiment le mystère de la Trinité, mystère chrétien par excellence, qui est au centre de cette œuvre de Monteverdi et qui en est comme le fil directeur. Donc nous sommes ici au cœur du concerto sacro, à savoir que nous sommes à la place de l'organiste. Et que voit l'organiste? Bien sûr son clavier, cette magnifique registration donc de Principale et de Fifalo Ottava dont parle Claudio Monteverdi dans ses vêpres. Et puis il voit bien sûr les magnifiques volets de l'orgue qui représentent une scène de l'Annonciation. Donc scène qui a sans aucun doute marqué Claudio Monteverdi quand il écrit ses vêpres de la Béate Vierge, puisqu'on a tous les éléments ici qui vont être repris au niveau liturgique et qui vont être fondateurs de la partition.
avons ici la main du Père, Gloria Patri, le Fils qui est évoqué par l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, et puis Spiritui Sancto, donc la colombe du Saint-Esprit que l'on voit auprès de l'ange et des mains divines. Il me semble important de prendre conscience de ce qui était sinon leur quotidien, en tout cas leur réalité de musiciens d'église en ce début du XVIIe siècle. Et en effet, cette cantoria me semble absolument idéale pour y faire entendre tant un Lauda Jérusalem qu'un Nisi Dominus in due cori, avec la distance idéale à la fois pour avoir cette perception du doppio coro, du double chœur, et puis pour garder la clarté de la splendide polyphonie à 7 ou 10 voix de Claudio Monteverdi. Alors, c'est sans doute ici que, vraisemblablement, même si nous n'avons aucun document qui en atteste, qu'a été créé et exécuté les différentes pièces constituant le Vespro della Beata Vergine. Les musicologues ne s'accordent pas pour dire pour quelle occasion elle aurait été créée. On a avancé différentes hypothèses, par exemple pour celle du mariage bien connu entre le fils du duc, Francesco Gonzaga, et Margherita di Savoia. Autre hypothèse qui a été avancée, on va dire dans les années 1980, par Graham Dixon et Paola Bessutti, qui les premiers ont avancé l'idée que le Vespro della Beata Vergine a vraiment été écrit non pas pour les fêtes de la Vierge Marie, mais pour les fêtes donc de Sainte Barbe, de Santa Barbara, avec l'idée que vraisemblablement, comme il s'agit d'une vierge martyre, en plus martyrisée pour sa foi en la Sainte Trinité, cela justifierait en particulier la présence du duo séraphim. Dans la tradition chrétienne, la Vierge Marie, elle est mère du Christ, mère du Fils de Dieu. Elle a été même proclamée mère de Dieu. Donc il y a des auteurs de la tradition chrétienne qui nous laissent entendre qu'elle est aux confins de la Trinité. Elle est la créature humaine qui est la plus proche de ce mystère de la Trinité, Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Et par le Fils, elle est la plus proche du Père. Donc on comprend par là que Monteverdi ait voulu mettre en lumière à travers toutes ces vêpres de la Vierge Marie le mystère de la Trinité. Et cette pièce Duo Séraphim exprime cela d'une manière étonnante. Il faut la décrypter pour comprendre que c'est vraiment le mystère de la Trinité qui est au cœur de cette œuvre fantastique de Monteverdi. Hello, welcome to Reims, the city of the smiling angel. My name is William Howard Shelton. I'm a countertenor and I'm here with Claire McIntyre, trombone. Hello Claire. My first question is, which is your favourite part in the Monteverdi Vespers? Well, William, that's very hard to choose because the whole piece is just magnificent. So it is very difficult to single out one particular moment that I like. In fact, some of my favourite moments are actually when the trombones never play. For example, I'm thinking of Migra Son, Pulcra Es, Duo Séraphim. It's such beautiful music, and it's really a treat just to sit there and listen to my colleagues singing and playing. Sometimes it's so moving that I have to be careful not to cry on stage in the middle of the concert. But yeah, so those are some of my favourite moments. But as for what I actually get to play, I would say probably Lauda Jerusalem is one of my favourite parts. It's not necessarily singing that was doubled by the trombone, but often I get to play the tenor voice, which is the cantus firmus. Bem-vindos a Reims, a cidade da Catedral com o Anjo Sorridente. O meu nome é Tiago Oliveira e interessante é também ver, por exemplo, Nigra Sum, em que de facto é uma mulher que fala, mas é um tenor que canta. Pulcra Es é um homem que fala, mas é uma mulher que canta. Há qualquer coisa de consciente ou inconsciente de Monteverdi na relação
mulher-homem, masculinidade, feminilidade, na imagem do Deus do Antigo Testamento, que é o que se fala nas vésperas, mas depois a feminilidade da Virgem Maria, enquanto representante da mulher. E para mim isso é o mais importante na viagem de 2 horas, que é as vésperas à Virgem Santa Maria. Introduxit me in cubiculum sum, et dixit me. Goeiedag, ik ben Jan van Elsacker. Ik ben heel verheugd hier in de stad Reims te zijn, stad van de, zo wordt het toch genoemd, de lachende engel. Een prachtige stad waar ik eigenlijk al heel veel heb gezongen en toch met groot plezier steeds terugkom. En zeker om nu in de basiliek Saint-Rémy dit prachtige oeuvre van Monteverdi, de Mariavespers, te kunnen zingen met geweldige collega's in een versie waar ik persoonlijk wel heel erg van hou. Gewoon omdat op een of andere manier ik vind dat de versie die wij nu doen is echt iets dat een opbouw kent van begin tot het einde. En zonder oponthoud, met mooie Gregoriaanse antifonen daartussen. En zelfs prachtige verbindingen tussen de concerto's en de grotere koorgedeelten. Ja, verder ben ik heel blij om met geweldige collega's en ook met die jonge instrumentalisten te kunnen zingen. Het is toch wel heel bijzonder uiteindelijk dat je dus ziet dat er eigenlijk altijd een nieuwe jonge generatie op komst is die met heel veel energie spelen. En deze mensen houden ons eigenlijk ook jong. En zo is een van deze personen, sopraan Fanny Antonelou uit Griekenland, is iemand waar ik zelf nog x aantal jaren geleden les heb aangegeven. Χαίρετε, ονομάζομαι Φανή Αντωνέλου, είμαι σοπράνο και τραγουδάω με το Ensemble La Fenice και τον Jean Tubéry εδώ στη Reims της Γαλλίας. Η Reims είναι πολύ γνωστή πόλη για τον καθεδρικό ναό της, στην πρόσωψη του οποίου μας καλωσορίζει ο χαμογελαστός άγγελος και από τότε έγινε ένας από τους αγαπημένους μου συνθέτες. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω τη δυνατότητα να τραγουδάω αυτή τη μουσική με αυτό το ensemble, με αυτούς τους εξαιρετικούς συναδέλφους, εξαιρετικούς μουσικούς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συμμετέχω σε αυτό το project. Hola, mi nombre es Lina, vengo de Colombia y hoy estamos aquí en la ciudad de Reims haciendo este maravilloso vespro de Monteverdi con la Fenice. Fue en Colombia en el año 2009, hicimos esta obra con instrumentos modernos. Fue muy interesante porque cuando llegué a Europa y me encontré de nuevo con este maravilloso compositor me di cuenta de la diferencia, ambas muy interesantes, pero todo es distinto, la energía, el color, la forma de acercarnos al texto, a la música, todo cambia. A volare
sommes ici sous la coupole de la Chiesa di San Pietro, l'église de Saint-Pierre, qui est bel et bien en face du palais. Cette église dont Claudio Monteverdi nous dit qu'il va y entendre des chanteurs en vue de les faire chanter éventuellement à l'office. Donc sous cette coupole, très inspirée en matière musicale, puisque nous voyons le concert angélique, dans lequel tous ces anges jouent des instruments que Claudio Monteverdi a entendus et a lui-même joué, par exemple cette viola da braccio. Viola da braccio, comme il l'appelle dans la partition des Vêpres, précisément. Nous avons aussi les flûtes traversières, les flûtes droites, les flûtes à bec. Nous avons une sorte de grands luths qui pourraient être des théormes. Nous avons apparemment quelques petites harpes par-ci, par-là. Enfin, tous les instruments que les anges sont censés jouer dans leur concert céleste. Et donc, Denis Maurier, nous avons une lettre qui date du 9 juin 1610. 1610, c'est une date qui vous dit quelque chose? Eh oui, elle anticipe de 2 mois la publication des Vêpres qui seront publiées en septembre 1610. Mais stato commesso da parte dell'Altezza Serenissima sua, il m'a été commandé par son Altesse Sérénissime che io senta un certo contralto venuto da Modena, que j'écoute un contralto venu de Modène, desideroso egli di servire all'Altezza Serenissima sua, désireux servir à cette Altesse Sérénissime. Così di longo l'ho condotto in San Pietro, c'est ainsi que je l'ai conduit à Saint-Pierre, ce chanteur. E l'ho fatto cantare un motetto nell'organo, et je lui ai fait chanter un motet dans l'orgue, c'est-à-dire sur la cantoria de l'organo. E ho udito una bella voce gagliarda e longa. Et j'ai entendu une belle voix gaillarde et longue, c'est-à-dire une voix longue, une voix qui a une grande tessiture, ce qui lui importait bien sûr en tant que maître de chapelle. Et cantando in scena, giungerà benissimo, comme vous le disiez, il a été sensible au fait qu'il pourrait tout à fait chanter la musique de scène. Senza discordo, in tutti i lochi, il pourra chanter dans tout lieu, cosa che non poteva così bene il Brandini, chose que ne pouvait pas faire aussi bien le chanteur Brandini. 2 ans plus tard, il y a une chose qui est très intéressante et pour nous très révélatrice sur l'interprétation du Vespro, c'est qu'en effet, dans une lettre de 1611, il explique que le duc apprécie que ses instrumentistes jouent tout aussi bien à la chambre qu'à l'église, qu'ils jouent en plein air comme au château. Il est attesté que les musiciens de la chapelle venaient jouer ici, à San Pietro, et dans les différentes églises, dès lors qu'il y avait une grande fête carillonnée et que le prince mettait à disposition des institutions ecclésiastiques ses musiciens. Alors, Denis Maurier, nous voici à présent dans ce qu'on appelle la Sala dello Specchio, qui n'est pas la Sala degli Specchi, qui n'existait pas au temps de Monteverdi, donc c'est la salle du miroir. Le miroir, il semble avoir été placé là-haut, nous disent les restaurateurs de ce lieu. Effectivement, c'est sans doute ici qu'ont été donnés ces concerti del venerdì sera. Donc c'est, semble-t-il, peut-être une sorte de scoop parce que c'est une restauration très récente qui a été faite ici. C'est vrai qu'on est un petit peu à l'écart du palazzo, c'est-à-dire que c'est une salle de répétition. Le duc n'avait pas besoin de voir tous ses musiciens, ses serviteurs, semble-t-il, flâner à travers le palais toute la journée. Donc on est un petit peu à l'écart, mais ma foi, je trouve que c'est tout à fait correct comme salle de répétition, s'il plairait bien tous les jours avec les musiciens de l'ensemble La Fenice. Oui, en effet, il est connu donc que Claudio Monteverdi, à travers sa correspondance, évoque plusieurs fois donc, la pratique des concerts du vendredi soir qui se donnait dans cette Sala dei Specchi, il le met lui au pluriel dans sa correspondance, et cette salle dei Specchi, en fait, abritait donc des concerts principalement vocaux. On sait qu'il y faisait venir des orgues positifs, il y avait des clavecins et surtout des grandes cantatrices, entre autres Adriana Basile qui est venue chanter ici. Ces concerts du vendredi dans la Sala dei Specchi est en fait la reprise d'une pratique que sans doute le duc avait découverte auprès de sa sœur, Margarita Gonzaga,
lorsqu'elle était duchesse de Ferrare et qu'elle avait été l'instigatrice du célèbre Concerto delle Donne di Ferrara, le concert des dames de Ferrare, qui donnait des concerts dits de musica segreta, de musique secrète, qui étaient réservés aux seuls invités de la famille ducale et qui étaient donnés tous les vendredis dans la salle des miroirs du palais de Ferrare. Margherita Gonzaga a eu une influence visiblement très forte sur la vie musicale mantoue dès son retour à Mantoue, puisqu'en effet, ce retour à Mantoue correspond, on va dire, à l'âge d'or de la musique monteverdienne à Mantoue. Il y a plusieurs sopranos célèbres qui vont s'installer là, différentes instrumentistes féminines, une cornettiste, une tromboniste qui vont également venir, ce qui peut paraître assez surprenant, mais qui en fait s'explique par cette influence et cet héritage de la cour de Ferrare, donc qui à ce moment-là n'existe plus, et qui en fait quelque part ressurgit dans la vie musicale mantoune, dans cette salle. Et dans cette salle, d'ailleurs, nous avons une lettre, Claudio Monteverdi nous parle de cette Sala dei Specchi. En effet, en ce 22 janvier 1611, Claudio Monteverdi nous dit Ogni venere di sera si fa musica nella sala degli specchi. Donc tout vendredi soir, en effet, on fait de la musique dans cette salle des miroirs. Et viene a cantare in concerto la signora Andriana, comme vous disiez, donc cette madame Andriana ou Adriana vient chanter. E così fatta forza e particolare grazia dalle composizioni. Elle donne une grâce particulière à ses compositions, apportando così fatto diletto al senso. Et elle apporte beaucoup de réjouissance au sens, alors au sens sans doute musical, au sens de l'ouïe, mais aussi au sens des paroles. Absolument. Et donc, puisque prima la parola, comme il disait, c'était la parole qui génère la musique, nous avons le plaisir avec l'ensemble La Fenice, figurez-vous, d'avoir une cornettiste, une tromboniste. Sont-elles les descendantes des musiciennes de Claudio Monteverdi? Chi lo sa? Et pour la petite anecdote, l'année de la création de l'ensemble La Fenice correspond à mon année de naissance. Donc c'est assez rigolo en tout cas. L'ensemble et Jean Tubéry m'ont beaucoup porté et inspiré tout au long de ma formation musicale. Donc je suis d'autant plus heureuse de participer à ces vêpres. Denis Maurier, buonasera. Buonasera Giovanni. Nous voici donc dans la Piazza Castello, ici à Mantova, donc dans la cour du Palais Ducal. Nous avons bien sûr Santa Barbara derrière nous et cette belle Luna Bruna dont Claudio Monteverdi parle lui-même dans son Orfeo. Si le Vespro n'est pas, d'après vous, donc cette œuvre complète ou complétée, pourrait-on dire, par Monteverdi, qu'en faire de nos jours et qu'en a-t-on fait à l'époque de Claudio Monteverdi? Bien entendu, nous sommes pour l'essentiel réduits à l'état d'hypothèse. Ce qui est déjà une évidence, c'est que ce recueil est conçu déjà comme une anthologie. Une anthologie dans laquelle les maîtres de chapelle compétents, pour reprendre également une expression qu'utilise Heinrich Schütz dans une de ses préfaces, vont pouvoir puiser selon les nécessités et les possibilités des différentes chapelles. Je pense également que cette pièce a une autre raison d'être, avant toute chose. Lorsque Monteverdi l'a fait publier en 1610, il l'a dédie au pape Paul V et souhaite d'ailleurs lui offrir. C'est un pape très engagé dans la contre-réforme et Monteverdi espère vraisemblablement obtenir un nouveau poste à Rome tant il a de problèmes à Mantoue. Et de fait, il a voulu montrer à travers ce recueil sa capacité à gérer les plus divers styles d'écriture alors pratiqués dans l'Église catholique. De fait, nous avons cette messe monumentale très spéculative en style antico, la Missa in illo tempore. Et ensuite, pour le Vespro della Beata Vergine, nous avons, on va dire, un assemblage de pièces extraordinairement diverses, faisant appel à des styles d'écriture et surtout à des effectifs très variés. Mais la cohérence, elle est dans la démonstration de la maîtrise du style de Monteverdi. On a évoqué Monteverdi avec le fait que
On a des hypothèses sur la manière dont cette musique a été donnée, a été utilisée de son vivant et après sa mort. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inachevé finalement dans cette musique ou en tout cas dans cette publication pour vous? Eh bien non, justement. Véritablement, on peut imaginer que cette publication de 1610 a un caractère définitif. Cette musique est imprimée avec un soin totalement inhabituel pour l'époque, en particulier sur la manière de Monteverdi, tout comme dans l'Orfeo, de préciser des choses que l'on ne précise pas à l'époque. L'art des diminutions dans l'Oduo Séraphim n'appelle aucun ajout ornemental. De la même manière, l'orchestration est très finement détaillée. Les noms des instruments devant apparaître sont pratiquement toujours, à part par exemple dans l'Ave Maristella, mais sont pratiquement toujours mentionnés. Cette minutie qu'a Monteverdi a tout contrôlé dans son édition va jusque dans la partie de Bassus Generalis, qui est très clairement une partie d'orgue, destinée à l'orgue, jusqu'à préciser la registration de l'orgue. Moi, je n'ai pas d'autre exemple en tête à cette époque-là d'un compositeur pour une partie d'accompagnement précisant toute la registration de l'orgue. Donc oui, cette pièce est vraiment définitive et dans sa construction et dans la démonstration, on va dire, des styles et des pratiques musicales qui y sont démontrées, et également dans la minutie que Monteverdi a mis à restituer cette œuvre. Grazie mille e buonanotte. Grazie a lei. Buongiorno caro Peter De Laurentiis. Buongiorno Jean. È un piacere rincontrarti di nuovo e vorrei sapere quali sono le relazioni di un cantante italiano, oltre che musicologo, con la musica del Monteverdi e in particolare con il suo Vespro. Io come cantante ho la fortuna di lavorare con le più grandi composizioni della storia della musica, però il Vespro di Monteverdi ha un'importanza veramente particolare per me. Io penso che si possa dire che in qualche modo il Vespro simbolizza una medicina dei mali del mondo e vorrei spiegare perché. Io trovo che la caratteristica principale del Vespro è la sua universalità. Cioè, cosa voglio dire? Che nel Vespro si trova di tutto, il Vespro è molto aperto. Pur avendo una coerenza stringente, nel Vespro c'è un continuo flusso di disgiunzione, giustapposizione, ci sono tutti i linguaggi musicali che Monteverdi può aver conosciuto alla sua epoca, che lui utilizza, ma li utilizza in modo da mostrare la sua passione per questi linguaggi. Quindi Monteverdi già in questo primo pezzo disgiunge da un lato e ricongiunge cose apparentemente completamente eterogenee, distanti, contrastanti, anche contrarie, e dà loro una nuova vita. Io credo praticamente tutti i pezzi che compongono il Vespro, dai canti molto ornati, molto melismatici, che fanno pensare a quel repertorio che lui può aver inteso e che veniva anche attraverso Venezia in Italia dai paesi orientali, contrappunto di origine franco-fiamminga, la scrittura canonica molto rigorosa del Nisi Dominus. Insomma, io penso che per me la caratteristica principale del Vespro sia esattamente questa, l'universalità. Quelle était la destination réelle de ce Vespro della Beata Vergine? Nous n'en savons véritablement pas grand-chose. Il ne faut pas oublier que le Vespro a été publié sous forme de livres séparés, on en a 3 ici, il y avait 7 livres en tout. Ces 7 livres ont la particularité de présenter simultanément et des parties vocales et des parties instrumentales. Je me suis même amusé à vérifier pour chacun des livres, toutes les tournes sont simultanées. Ce qui veut donc dire qu'il faut imaginer que le chanteur servait de pupitre, qu'il tenait son livre et qu'à côté de lui se trouvait un instrumentiste qui pouvait lire simultanément pendant que le chanteur tenait sa partie. Dès lors, si on en accepte ce principe, on peut tout de suite voir quelle va être la disposition des instrumentistes et des chanteurs. Je suis ravi d'entendre de votre bouche que les chanteurs étaient auprès des instrumentistes qui en assuraient sans doute les tournes de page, ce qui porte à croire qu'ils ont pu aussi parfois doubler
ces parties vocales avec les instruments. On retrouve d'ailleurs, à vrai dire, certaines vêpres dans les années 1610, je pense à des vespres dues à un certain Amadio Freddi, dans lesquelles on voit les doublures des cornets, des violons en tel ou tel endroit pour mettre en valeur la polyphonie ou quand le texte l'exige. Et alors, nous avons même carrément des preuves dans l'œuvre même de Monteverdi et dans la correspondance et les documents d'archives que nous avons conservés de ce que vous avancez. Par exemple, la Missa in illo tempore, qui est dans ce recueil de 1610, qui a été créé ici. Il est maintenant quasiment acquis qu'elle a été reprise à Venise, et nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler. Et lorsqu'elle a été reprise à Venise, on le sait parce qu'il y a eu des répétitions à San Giorgio Maggiore, et il a fallu emmener des instruments. On sait qu'il y a eu 10 instrumentistes qui ont dû rejoindre les chanteurs pour répéter cette Missa da Cappella. Et c'est vrai que quand on voit la partition de la Missa da Cappella, on ne voit que des parties vocales et on ne voit jamais d'instruments. Mais ces premières exécutions qui ont eu lieu en 1613 à Venise de la Missa in illo tempore attestent qu'elle a été interprétée avec des doublures instrumentales. Ah bien, pour ce faire, je propose, Denis, de nous rendre à Venise pour nous en assurer. Qu'en pensez-vous? Mais c'est une excellente idée. Andiamo. Andiamo. Denis Morier, nous avons amarré notre voilier ici à la Dogana di Venezia. Que vous inspire cette vue sur le campanile? Eh bien, nous voici donc à Venise, la ville où Monteverdi a dit lui-même qu'il y a passé les plus belles années de sa vie. Nous voici maintenant maestro di cappella de la chapelle ducale de San Marco. Il a pour fonction de produire la musique pour tous les offices religieux donnés dans l'église de Saint-Marc, qui est l'église palatine, tout comme l'était Santa Barbara, l'église palatine en effet du Doge. C'est un lieu qui est à la fois un lieu de représentation politique pour le Doge et un lieu bien entendu de célébration religieuse. Denis Morier, nous avons ici une lettre des procuratori, donc des archives de San Marco di Venezia, qui nous dit que i facchini, donc les porteurs, portavano e riportavano 2 organi a San Giorgi. Donc les porteurs ont amené 2 orgues à Saint-Georges per fare della prova del signor Monteverdi, pour les répétitions de M. Monteverdi, maestro di cappella, et 20 sonatori ordinari et 20 instrumentistes, afin que la messe de notre maître de chapelle y soit répétée. De quelle messe peut-il donc bien s'agir? Eh bien, Jean, c'est un point sur lequel pratiquement tous les musicologues s'accordent. Il semblerait qu'il s'agisse de la Missa in illo tempore, qui avait été publiée en 1610 avec le Vespro della Beata Vergine. Monteverdi vient tout juste d'être nommé maître de chapelle à San Marco di Venezia, et il lui faut très vite produire beaucoup de musique, car il y a de grands offices pour lesquels il doit fournir toute la musique. L'office de l'Assomption de la Vierge du 15 août, où il doit donner et une messe et des vêpres, mais également, on sait qu'il a produit la musique de la messe pour la fête de l'anniversaire du Doge. Et très vraisemblablement, donc, il s'agirait de la Missa in illo tempore, jouée dans ce cas-là non seulement comme une Missa da Cappella pour voix et orgue, mais également avec des doublures instrumentales. Ce sont les cloches de San Marco que nous entendons présentement. Nous sommes ici devant la Cappella, ou plutôt la Basilica di San Marco. Que vous inspire ce lieu par rapport à Claudio Monteverdi? Eh bien, Claudio Monteverdi, ici, obtient un poste particulièrement convoité, parce qu'en effet, c'est l'institution musicale la plus somptueuse d'Occident. Elle réunit un ensemble de forces assez singuliers. Il y a déjà un chœur, constitué de chantres parmi les plus aguerris de toute l'Italie, qui, au temps de Monteverdi, se monte à peu près 36 chantres. Ce chœur peut encore être renforcé par d'autres chanteurs. Il y a une manécanterie, des pueri cantores, des enfants chanteurs qui viennent s'ajouter. Il y a également un petit séminaire pour lesquels les tsaghi, ce qu'on appelle les jeunes hommes, les giovanni, peuvent venir jouer et chanter avec les membres de la chapelle.
s'y rajoute encore une spécificité vénitienne qui est le Concerto di San Marco, qui est un ensemble instrumental qui avait été constitué dès les années 1560 autour d'un cornettiste et de plusieurs instrumentistes avant. Et cet ensemble n'a cessé de grandir. Et d'ailleurs, dès son arrivée, Monteverdi va instituer un maestro di concerto, un maître de concert qui va gérer les répétitions instrumentales, et également fixer pour la première fois des salaires réguliers pour chacun des instrumentistes. Bien, nous voici devant le lion de San Marco, mais je ne reconnais pas la basilica di San Marco. En effet, nous sommes ici en fait devant la Scuola di San Marco, qui est juste à côté de l'église de San Giovanni e Paolo. Cette scuola est une de ces institutions caritatives où se retrouvait la congrégation des membres de cette scuola. Par exemple, dans la correspondance de Monteverdi, nous avons trace de cette activité de Monteverdi auprès des scuole. Cette lettre qui nous dit qu'en effet, quand il se plaint de ses émoluments, puisque Claudio Monteverdi semble avoir beaucoup apprécié Venise, entre autres pour la beauté de la ville, questa bellissima città, il le dit lui-même, mais aussi du fait qu'il y était traité comme un prince, semble-t-il. Alors, en effet, dans une de ses lettres, il nous dit « Pregato e ripregato dai signori guardiani di scoli », donc prié et reprié de nouveau par les gardiens de ces scuole. On m'octroie jusqu'à 200 ducati l'anno en tant que maître de chapelle, mais en outre, si je donne par exemple 2 vespri et una messa, si je donne 2 vêpres et une messe, eh bien on va m'octroyer encore 50 ducats de plus. Donc 2 vêpres, c'est 2 fois plus que n'en contient notre recueil de 1610. Absolument, mais c'est toujours l'usage, lorsqu'on a des grandes fêtes carillonnées, de donner la veille du jour de la fête, puisque normalement la fête commence dès l'office de vêpres de la veille au soir. Donc nous avons là des premières vêpres qui sont, on va dire, traditionnellement moins fastueusement mises en musique et ornées que les secondes vêpres, celles qui ont lieu le jour même de la fête du Saint. Eh bien, le soir est tombé, donc c'est l'heure de vêpres, puisque vespere, comme son nom l'indique, c'est pour la soirée. Je vous propose donc de nous rapprocher de cette Scuola di San Marco. C'est donc à Mantoue que Claudio Monteverdi compose ces fameuses Vespro della Beata Vergine, avant de les faire imprimer ici, à Venise, en 1610. Venise qui est alors le grand centre d'imprimerie musicale de toute l'Italie et de l'Europe méridionale. En 1610, il a déjà publié également son Orfeo, Favola in Musica, une fable en musique du nom d'Orfeo. Mettre un texte en musique, c'est donc le quotidien de notre compositeur mantouan quand il entreprend d'écrire, de composer ses vêpres à la Vierge. En revanche, il est confronté pour la première fois de sa carrière à mettre non pas un texte en musique, mais 7 fois le même texte au cours de la même œuvre. En effet, ce que l'on appelle la doxologie, littéralement la parole de gloire, va revenir 7 fois au cours de l'œuvre. C'est ainsi que l'on va entendre 7 fois Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto, louange à la Sainte Trinité, dont il est question également dans le fameux Duo Seraphim. Notre compositeur va donc relever cette gageure qui consiste à dire, chanter, jouer la doxologie, en mettant systématiquement l'accent sur un des 7 mots qui la composent. Gloire, Père, Fils, Saint-Esprit, commencement, maintenant et toujours. Début emblématique des vêpres de Monteverdi, le Domine ad Adiuvandum reprend le thème de la toccata d'Orfeo qu'il vient de publier l'année précédente, en 1609. Celui-ci, l'Orfeo, est une pièce composée
à la gloire du duc Vincenzo Gonzaga. Claudio Monteverdi va se plaindre fréquemment du peu d'égards avec lequel il est traité en tant que musicien de la cour. Or, la publication en 1610 de ces vêpres n'est en aucun cas une dédicace au duc Vincenzo Gonzaga, comme il eût été de rigueur de le faire à cette époque. Il s'agit donc d'une initiative personnelle du compositeur et en aucun cas d'une commande de son protecteur. La citation de l'Orfeo au début des vêpres de Claudio Monteverdi est donc à interpréter comme une évocation, voire une interpellation du duc de Gonzague. Que nous dit précisément le début de la toccata de Monteverdi, au sein des vêpres? Domine ad adiuvandum me festina. Seigneur, hâte-toi de m'aider. Ce double sens entre la signification sacrée et profane ne fait aucun doute à l'époque pour les artistes de la Renaissance, tant aguerris à la pratique de la métaphore. À la reprise du thème de l'Orfeo, au cours du début de ces vêpres, on entend « Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto » « Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint ». En d'autres termes, « Soli Deo Gloria » gloire à Dieu seul et non pas au prince qui, quant à lui, avait reçu tous les hommages lors de la publication et de la création de l'Orfeo. Enfin, sur la dernière reprise du thème de l'Orfeo, au cours du Domine ad adiuvandum, nous entendons « Sic erat in principio et nunc et semper », c'est-à-dire ainsi qu'il en était au début et maintenant et pour toujours. Il s'agit donc d'une gloire éternelle et non pas d'une gloire fugitive comme celle du duc de Gonzague. Une manière de dire « vanitas vanitatum ». C'est une véritable vanité musicale, un genre que pratiquaient les artistes de la Renaissance, que nous livre ici Claudio Monteverdi. Nous voici donc à Venezia en septembre 2018 ou 1627, comme nous l'écrit Claudio Monteverdi dans cette lettre adressée à Alessandro Striggio, à Mantova. Il nous explique que non vivo ricco, no, ma non vivo neanche povero. Je ne vis pas riche, mais je ne vis pas pauvre non plus. Donc en ces termes, la città è bellissima, in cappella faccio quello che voglio io. La ville est magnifique et à la chapelle, je fais ce que bon me semble. Claudio Monteverdi conclut cette lettre, alors âgé de 60 ans. Il va encore y passer 16 belles années de sa vie, à écrire quelques vêpres, à écrire quelques messes, mais sans doute plus tout un office de vêpres composé à Mantova et dont les Vénitiens auront tant profité durant sa vie. Donc ici, dans la chiesa Santa Maria Gloriosa dei Frari, que Claudio Monteverdi fu sepolto, a été enseveli en 1643, aussi qu'on y donna une messe en son hommage et que l'on constitua le coro le più numeroso della città, le chœur le plus important que la cité n'ait jamais entendu. Chronique les plus touchantes, si l'on pense que bien des chanteurs qui y participèrent avaient chanté un jour ou l'autre, au cours de leur carrière vénitienne, il Vespro della Beata Vergine. Le premier psaume, Dixit Dominus, est donc la deuxième fois qu'apparaît la doxologie Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. On entend ici pour une première fois une voix seule, accompagnée du seul orgue, comme tout instrument de basse continue. La voix y chante le cantus firmus, très étiré, sans plus aucune des ornementations que l'on a entendues jusqu'ici au cours du psaume. Cette simplification de l'écriture est là pour nous rappeler l'essence même du chant ecclésiastique et des origines du chant grégorien. Le Sic erat in principio, ainsi qu'il en était au commencement, et maintenant et toujours, fait au contraire entendre le style de Marco Ingegneri, le maître de Claudio Monteverdi. On y entend
petit clin d'œil musical, une cadence archaïque, telle que plus aucun musicien ne l'a pratiquée au temps de Monteverdi, pour souligner que nous sommes nunc et semper et in saecula saeculorum, maintenant et pour toujours, pour les siècles des siècles. Le second psaume, Laudate pueri Dominum, nous fait donc entendre la doxologie pour la troisième fois. Mais pour la première fois, la Trinité dont il est question va nous faire entendre le rythme ternaire, celui qui évoque le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce rythme ternaire est aussi un rythme de danse qui va, quant à lui, évoquer la gloire dont il est question. En outre, la voix de ténor va personnifier le Père et le Fils, en ne répondant au chœur que Gloria Patri et Filio. Ce n'est que lors de la deuxième réponse, au deuxième chœur, que le ténor va répondre Et Spiritui Sancto, symbolisant également la personnification de l'Esprit Saint. Le Sicuterat, quant à lui, va reprendre le rythme de comptines enfantines tels qu'on pouvait les entendre ici à Venise ou bien à Mantoue au temps de Claudio Monteverdi. Pourquoi ce rythme de comptines enfantines? Tout simplement parce qu'il est dit Laudate pueri Dominum. Louez le Seigneur, vous les enfants. Le troisième psaume, l'État Tusso, nous fait entendre la doxologie pour la quatrième fois. Le Gloria y est chanté ici sur des rythmes pointés et syncopés, symbole de la gloire dont il est question. Le Patri et Filio conclut la cadence, tandis que le Et Spiritui Sancto est isolé précisément par une mesure d'orgue solo, symbolisant le Spiritui Sancto, la musique sans texte, la musique qui émane d'une parole non humaine. Le quatrième psaume, Nisi Dominus, nous fait donc entendre pour la cinquième fois notre doxologie. Elle est composée cette fois en fonction de ce qui vient d'être dit à la fin du psaume. Non confundetur cum loquetur inimici suis importa, c'est-à-dire il ne sera pas confondu, il ne sera pas pris au dépourvu par ses ennemis. Les deux chœurs qui se répondaient paisiblement jusque-là se livrent alors une bataille instrumentale telle que les Vénitiens et les Italiens méprisaient particulièrement. Les deux chœurs se réunissent pour la première fois et chantent à l'unisson le Gloria Patri, en symbole de la paix céleste retrouvée. Le cinquième et dernier psaume, Lauda Jérusalem, nous fait entendre donc pour la sixième fois la doxologie. De manière semblable au Nisi Dominus, il se termine sur un caractère véhément, puisqu'il est dit « Et judicia sua non manifesta ». Il n'a point manifesté son jugement. Ce caractère du jugement dernier, véhément et vindicatif, va contraster avec le Gloria Patri qui suivra. La justice et la paix semblent en effet revenir alors que les deux trios se réunissent et chantent une polyphonie à 7 voix bien sûr, le nombre de la perfection divine. La septième et ultime version du Gloria Patri de la doxologie se trouve donc dans le Magnificat, le cantique de la Vierge. Il y est composé de 12 versets à l'image des 12 étoiles du couronnement céleste. Le ténor soliste chante toute la gloire du Père par le plus long mélisme ornemental de toute l'œuvre. S'ensuit alors un dialogue en écho symbolisant la présence invisible de l'Esprit Saint, il Spiritui Sancto. Le foisonnement vocal et ornemental des deux ténors se tait alors, précisément quand le Cantus Firmus va nous chanter Et Spiritui Sancto. Il va le chanter ailleurs
en écho, symbolisant une présence céleste. Le Sikuterat, quant à lui, 12e et dernier verset du Magnificat, est un nouvel hommage au style antico, de la même manière que l'on entendit le Sikuterat du premier psaume Dixit Dominus. La musique se dépouille alors de tout mélisme, instrumental ou vocal, puisque les voix et les instruments jouent et chantent alors de concert, dans une polyphonie impeccable et implacable, jusqu'au Amen final. Quant à cet Amen final, on y retrouve les rythmes pointés et syncopés, symbole de la jubilation, qui tire un trait d'union entre le style antico et le style moderne du Vespro della Beata Vergine.ですので今回このモンテベルディのベスプロを初めて聴くという方がいらっしゃったとしても私たちの思いや祈りが伝わるんじゃないかなと信じています。Mi pare piena di senso quest'idea di medicina universale. Mi viene in mente questo passaggio alla fine dell'Audi Celum dove si dice Miseris solamen, cioè il sollievo dai miseri. Puoi dircene un po' di più a questo proposito? Sì, è molto interessante questo riferimento che fai. Io trovo che anche questa citazione rientri nel concetto di universalità dell'opera, nel senso che comunque il Vespro alla Vergine è nella liturgia un momento in cui si rende grazie al Signore delle meraviglie del creato attraverso la figura di Maria, no? Però effettivamente parlando di medicina dei mali del mondo di oggi, io trovo che proprio questa volontà di congiungere e questo flusso continuo di linguaggi, di tradizioni geografiche sia veramente la direzione in cui secondo me l'umanità dovrebbe cercare di andare. Proprio perché ci troviamo ormai in una situazione abbastanza miserabile, è bene dirlo, è bene ricordarlo. Per cui veramente trovo che se noi avessimo lo stesso atteggiamento di Monteverdi, che non semplifica, che non divide, non usa la purezza come bene assoluto, ma che anzi cerca di mischiare le cose, di creare qualcosa di nuovo, allora noi veramente potremmo averne dei grandi vantaggi. Grazie mille Peter per queste parole di sapienza. Grazie a te Jean.